Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour notre BADA, notre supplément culturel de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, supplément culturel qui me donne la joie de recevoir Jean-Philippe Lafont, baryton basse. Jean-Philippe Lafont, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Avec vous, nous allons parcourir l'univers du théâtre lyrique dans lequel vous avez parcouru une centaine de rôles, pour lequel vous avez parcouru une centaine de rôles. Peut-être davantage. Peut-être un tout petit peu plus, mais bon, nous dirons une centaine. Et dans tous les, ce que les uns appellent le temple de l'art lyrique et que d'autres appellent les cathédrales de l'art lyrique, enfin, il n'y a pas de salle dans laquelle, pas de salle importante, je veux dire, dans laquelle vous ne vous soyez pas produit depuis vos débuts à Avignon, dans Papageno. En 1974, en juillet, j'avais 23 ans. Et vous veniez d'une famille d'artistes lyriques, vous aviez suivi des cours d'histoire de la musique, vous aviez trempé enfant au conservatoire, ou bien alors pas du tout. Mon papa était, et j'en suis fier, mon papa était agent EDF, il relevait les compteurs avec le crayon à l'oreille, et ma petite maman était ouvreuse de cinéma. Ça n'existe, situation qui n'existe plus, ouvreuse de cinéma et qui gagnait sa vie en tendant la main, elle était au pourboire. Et donc je viens d'une extraction très simple et j'en suis fier. Mes parents étaient très riches de cœur, d'esprit et d'âme. Le porte-monnaie, ça, il était plus souvent vide qu'autre chose, je dois dire. Et vous êtes issu d'une famille flamande. Et je suis ici, vous l'entendez, d'une famille flamande. J'ai évidemment un accent toulousain, pur flamand, comme vous l'avez entendu et comme tout le monde l'entend. Alors, dans cette Toulouse où l'art lyrique a des traditions qui sont extrêmement anciennes, dans cette Toulouse, vous ne vous prépariez pas spécialement à devenir artiste lyrique, même vous ne vous y prépariez pas du tout. Vous aviez une passion, je crois que vous avez conservé d'ailleurs, qui est une passion pour le sport. Le sport, en règle générale, j'aime tous les sports, c'est-à-dire que j'aime le sport, j'aime, je dirais, la vigueur d'un corps mené par un esprit sain, n'est-ce pas ? On pense avant d'agir, et le sport, c'est aussi une culture de l'intelligence, c'est pas de la brutalité, c'est pas de la force, c'est une réflexion au service de la santé d'un individu, n'est-ce pas ? Et donc j'aime à peu près tous les sports, et notamment l'athlétisme par lequel j'ai commencé. J'ai fait du décathlon. J'étais très mauvais à la perche, par contre. Je n'ai jamais rien compris. Je sautais, je crois, 2,50 m, ce qui était absolument ridicule, mais le reste, ça marchait pas mal. Puis j'ai fait du rugby parce que j'étais rapide, parce que j'étais leste. J'ai jamais été souple, mais j'étais leste. Je ne sais pas exactement exprimer la différence entre leste et souple, mais bon, voilà, oui, j'étais pas du tout fait pour chanter sur quelque scène que ce soit, mais rien. Mais en même temps, ce goût et cette pratique du sport, est-ce que ça vous a pas donné cette présence sur scène et cette mobilité aussi sur scène qui est pas toujours le fait de vos amis hommes ou femmes, de vos collègues hommes ou femmes, chanteurs lyriques qui peuvent avoir des voix magnifiques, mais qui ne sont pas toujours, je dirais pas des acteurs, mais en tout cas des gens qui arrivent à personnifier le personnage qu'ils interprètent. Je pense que j'avais un corps délié, je ne l'ai plus trop, n'est-ce pas ? Mais heureusement qu'il n'y a que la parole que les gens entendent, on ne voit pas l'individu. Oui, enfin, voilà, on doit dire quand même à ceux qui ne vous voient pas que vous n'êtes pas donc, oui, j'étais délié. Sur scène, bon, il faut répondre aux exigences des mises en scène.
Bon, mais c'est pas nécessairement cela qui fait la présence d'un individu, la présence dramatique, la présence, je dirais, spirituelle d'un artiste, n'est-ce pas? Heu, Moi, ce que je peux dire, c'est que, quand j'ai débuté, dans Papageno, Denise Duplex, dont nous allons parler, heu, avait entendu derrière elle des spectateurs dire: «Ce Jean-Philippe Lafont, on ne peut pas dire qu'il chante très très bien, il se fera, il s'améliorera. On ne peut pas dire que musicalement, ça soit un grand, grand musicien, mais on ne voit que lui.» Voilà ce qu'elle avait retenu. Bon, alors ensuite, évidemment, on ne voit que lui, c'est une chose. Et après, il faut Oui, chanter il faut qu'on puisse le correctement, il voir faut pendant trouver longtemps. le legato, il faut trouver le rythme, le vrai rythme, ne pas être arythmique, parce que les chefs d'orchestre vous foutent à la porte si vous ne les suivez pas. Ils n'ont pas le temps de vous rattraper. Ils ont 80 personnes sous la baguette, donc voilà. Il a fallu faire un travail énorme, un travail de réflexion, parce que j'étais très, très, très éloigné, cher Philippe, très éloigné de de ce métier, de cet art, de ce qui est devenu pour moi une vraie passion et une joie de vivre et un motif d'être présent dans ma vie, quoi. Oui, une passion qui se traduit aujourd'hui par la transmission, heu, que vous assurez avec beaucoup d'enthousiasme, et qui mériterait d'ailleurs d'être enregistrée. Je trouve que vos cours mériteraient d'être enregistrés, mais et filmés. Mais, restons-en pour le moment à vous-même. Denise Duplex, dont on va parler en effet, quand vous chantez Papageno à Avignon, entend le public, vous venez de le dire, et les professionnels dire, «Il n'est pas assez ceci, il n'est pas encore cela, il sera bientôt peut-être», mais on ne voit que lui. Vous, quand vous regardez autour de vous, quand vous avez regardé autour de vous tout au long de votre carrière, des des chanteurs et des chanteuses, y en a-t-il dont vous auriez dit la même chose quand vous les avez vus à leur début? Est-ce qu'il vous reste, l'image de tel ou tel chanteur ou de, heu Et il y en a un que j'ai vu tout dernièrement et que j'aime profondément. C'est le meilleur baryton verdien actuel, je dirais, au monde. C'est notre ami, notre cher Ludovic Tézier, que j'ai entendu dans Traviata il y a 3 semaines, et qui au départ n'avait pas cette présence physique, je le lui ai dit d'ailleurs, qui n'avait pas cette présence physique en harmonie avec la qualité de sa voix et la façon dont il l'a menée, remarquablement. Et aujourd'hui, il l'a. Et j'ai été très ému de le voir, et je me suis empressé de le rejoindre dans sa loge et de le prendre dans mes bras et de dire: «Vraiment, tu es merveilleux» et tout. Et il avait l'air un peu surpris parce que un ancien comme moi, peut ou pourrait avoir quelques jalousies pour les arrivants. Et moi, c'est le seul défaut que je n'ai pas, celui-là. J'en ai beaucoup d'autres, celui-là pas, et je suis tellement heureux de dire et de répondre à votre question, heu, que, que tout peut arriver. Quand il nous manque quelque chose, eh bien, avec le travail, avec la réflexion, ça vient. Et pour Ludovic, c'est venu. alors là, on vient de parler de quelqu'un qui vient après vous, mais quand vous, vous êtes arrivé dans le monde de l'art lyrique, est-ce que vous aviez, je dirais, que dans votre firmament, même si vous n'aviez pas baigné dans l'art lyrique toute votre enfance ou toute votre adolescence, mais est-ce qu'il y avait dans votre firmament des personnages, des chanteurs, dans votre registre, qui est celui du baryton basse, on vient de le dire, ou dans d'autres registres qui, pour vous, étaient, des inspirateurs? Oui, il y en a deux. Je peux dire qu'il y en a deux. Il y a un Français, un Italien. Il y en a beaucoup d'autres aussi, si on réfléchit. Mais là, vous me demandez de ne pas réfléchir et d'y aller tout de go. Eh bien, tout de go, je dirais évidemment Gabriel Baquier. Évidemment. Que je considère aujourd'hui, et que je ne considérais pas alors, parce que je ne savais pas, euh,
trop discerner l'artiste du chanteur, de l'homme, et que j'ai ensuite découvert comme étant, je dirais, un dramatique lyrique. C'est-à-dire que ce n'était pas la voix la plus extraordinaire, mais c'était un personnage qui, sur une scène, évidemment, mettait le feu. Dès l'instant où il rentrait, je peux dire qu'on ne voyait que lui, quoi, n'est-ce pas? Et dans la même lignée, à peu près du même âge, il y avait évidemment Tito Gobbi, que je n'ai jamais vu sur scène, bien évidemment, mais ne serait-ce que les enregistrements, où sa voix non plus n'est pas des plus exceptionnelles, mais elle exprime. Elle exprime le mot, elle exprime la force de l'écriture. Et quand on voit le deuxième acte de Tosca avec Madame Callas, là on le voit à l'œuvre, on voit l'acteur, n'est-ce pas? Tout ce que j'ai évidemment essayé d'apporter à mon niveau, ce sont ces deux personnages, il y en a eu bien d'autres évidemment aussi, mais ce sont ces deux qui m'ont marqué et qui ont été un petit peu mes exemples. Continuons dans ce jeu des questions-réponses à bâton rompu. Si je vous demande de citer les 3 rôles que vous avez préféré interpréter. 3, oui, ben ils vont venir tout de suite. Je ne sais pas si c'est 1-2-3 ou 2-3-1 ou 3-2-1. Golo, dans le Pelléas et Mélisande de Debussy. Wozzeck. Et Barak de La femme sans ombre. Rôle pour lequel Falstaff, mais vous m'en avez demandé que 3. Absolument. Barak de La femme sans ombre, pour lequel vous avez été tout particulièrement salué, comme pour le Wozzeck aussi d'ailleurs, mais nous n'allons pas faire la liste de tous les rôles dans lesquels vous avez été salué, parce que ça nous prendrait trop de temps. Je continue dans la même foulée des questions-réponses. 3 chefs d'orchestre avec qui vous avez particulièrement aimé travailler. Là, il y en a plus de 3. Mais je dirais Monsieur Georges Prêtre. Georges Prêtre qui était fanatique de la justesse, n'est-ce pas? Il mettait le doigt en l'air comme ça. Il nous signifiait que ce n'était pas... Parfois ça l'était, mais que ce n'était pas faux, mais que c'était un peu triste, que la note était un peu triste, c'est-à-dire qu'elle n'était pas exactement à sa juste place. Et il m'a appris une chose, le sourire des yeux. Et il est certain que quand vous souriez, un son qui est un peu, pas s'il est carrément faux, hein, mais qui est un son qui est un tout petit peu triste, souriez-le, et il prend sa vraie place. Pourquoi? Et ça, c'est un Otorino qui me l'a montré sur un écran. Si vous souriez légèrement, évidemment, il ne s'agit pas de se marrer, hein, mais si vous souriez des yeux, si vous avez un visage un petit peu plus ouvert, un peu plus éclairé que triste, il y a à l'intérieur, je ne vais pas vous expliquer le pourquoi, j'en serais incapable, il y a à l'intérieur le voile du palais, le fond de votre gorge, de votre volume, je dirais, de résonance. Il y a le voile du palais qui se soulève très légèrement, évidemment, hein, il ne se soulève pas de 5 centimètres, laissant une plus grande place à la réverbération du son, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce volume-là, quand c'est pas tout à fait juste, c'est ce volume-là qui manque. Et ça, je l'ai vu sur ma voix, comme je vous regarde là, sur un écran, quand je faisais la tête, c'est-à-dire que je faisais la la la, et la la la, ça change du tout au tout. Georges Prêtre. Vous me devez 2 autres chefs. 2 autres chefs, Seiji Ozawa. Qu'est-ce que vous avez fait avec Seiji Ozawa? Festival de Saito Kinen. J'ai fait les mamelles de Tirésias, d'ailleurs on a enregistré. Et j'ai fait aussi Puritani
et j'avais fait aussi la damnation de Faust, voilà. Un troisième chef. Pour le répertoire français, évidemment, notre Michel Plasson. Répertoire français, il y a peu qui le connaissent autant que Michel. Voilà. Dans la foulée, est-ce qu'il y a un chef avec qui vous n'avez pas eu l'occasion d'enregistrer, mais dont cet état de choses est un regret pour vous? Claudio Abbado. Très sympathique, très souriant, très ferme, très exigeant, mais toujours dans le respect de l'autre. Je l'ai vu travailler et je n'ai jamais eu cet honneur et cette possibilité, je ne sais pourquoi. Peut-être parce qu'il m'aimait moins que je ne l'aimais, n'est-ce pas? Mais j'ai oublié aussi Monsieur Karajan, bien sûr, avec qui j'ai eu la joie, après une audition, de travailler. Il s'est mis au piano. Denise Duplex était à côté, et après mon audition, je lui avais chanté à Salzbourg l'air de Trovatore, du baryton, et il avait dit à Denise, j'ai une belle voix, mais 5% de style italien. C'était pas beaucoup, 5%. Et donc, il m'a pris, et il lui a montré comment il voulait qu'elle me fasse travailler toute la semaine qui suivait, pour me réentendre, donc, au bout de quelques jours. Et il m'a réentendu, après m'avoir fait travailler 1 heure. Hein. J'ai travaillé 1 heure. Lui, il était au piano, c'était extraordinaire. Et là, il a dit, et j'étais très heureux, 25% de style italien. J'en avais gagné 20 en une semaine, c'était quand même pas mal. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais aimé travailler avec lui, mais c'était trop tôt. Trop tard peut-être pour lui et beaucoup trop tôt pour moi. Dernière question de ce quiz. 3 salles dans lesquelles vous avez particulièrement aimé chanter? Oh, je dirais Paris, le Palais Garnier, bien évidemment. Bastille, quoique la salle ne me touche pas particulièrement, mais j'ai toujours très très bien travaillé dans cet immense lieu, et surtout aussi avec près de Hugues Gall, qui a été un peu mon mentor et qui a été d'une importance capitale dans ma carrière, et puis le Concertgebouw d'Amsterdam. Alors, l'acoustique absolument sublimissime, et au niveau opéra, l'opéra de Chicago. Vous avez mentionné Bastille. Je voudrais évoquer avec vous une anecdote qui date du bicentenaire de la Révolution, 1989. Tous les rois de la Terre sont présents. Vous chantez, c'est précisément pour ça que je veux évoquer cette anecdote. Vous êtes 4 hommes et 4 femmes, je crois, si je me souviens bien. Oui, 4 hommes et 4 femmes, chanteurs, chanteuses, et puis un couple de danseurs. Voilà. Sur la scène, Bob Wilson, qui a assuré une forme de mise en scène, a mis des guillotines qui s'en vont comme ça vers l'infini. Le public est un public de, je ne dirais pas de happy few, mais plutôt de happy nombreux, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui rentre là-dedans. Enfin, il fallait être invité. Et donc, chaque chanteur homme et chaque chanteuse vient interpréter un air. Je crois que vous en avez interprété 2 chacun, si je me souviens bien. Et ensuite, ça dure 1 heure parce que le président des États-Unis, qui est là, ne peut pas rester en public plus longtemps que 1 heure. Et le public qui est là, dans lequel j'étais, doit arriver 2 heures en avance pour être contrôlé et doit attendre que tous les rois de la Terre soient partis pour pouvoir repartir, ce qui est extrêmement amusant. J'aimerais savoir d'abord, vous, quel souvenir vous avez, puis après je vous soumettrai un souvenir que j'ai moi-même, mais j'aimerais savoir quel souvenir vous avez de cette soirée d'inauguration, qui a été d'ailleurs, de l'Opéra Bastille, qui a été immédiatement refermée après cette soirée.
déjà un grand honneur d'avoir été choisi pour cette soirée mémorable, unique, auprès de monstres sacrés. Tous ceux qui étaient à mes côtés, ou plutôt j'étais à leur côté, pour être plus respectueux. J'avais l'impression de vivre un moment, encore une fois, je me répète, d'une très grande importance. J'étais très près. C'était Monsieur Georges Prêtre qui tenait la baguette. Et je crois que j'ai donné ce jour-là une partie de ma vie, peut-être même si on pouvait le compter, quelques heures ou quelques jours de ma vie, parce que j'ai eu très peur, mais une peur qui ne m'a pas paralysé. Je crois que c'était une émotion plutôt qu'une peur. Il fallait ce jour-là tout donner de soi-même, parce que le monde entier était là, et vous aussi. Donc... Oui, enfin, je ne suis pas sûr qu'on se souvienne de ma présence. Moi, par contre, je me souviens d'une chose, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait rester assez longtemps pour que les rois de la Terre aient la possibilité de s'en aller en toute sécurité. Et j'étais là à Bagnaudet, et puis j'ai vu arriver un garçon que j'aime beaucoup, un excellent musicien avec qui j'avais eu l'occasion de faire pas mal de choses, qui est Georges Poldermacher, qui était à l'époque le pianiste de l'Opéra de Paris, Jojo, et qui, on se tombe dans les bras, et alors, tu étais là, oui, et qu'est-ce que tu penses? Je dis, écoute, je n'ai pas été très ébloui par l'acoustique, j'ai trouvé qu'elle était assez floconneuse. Et Georges Poldermacher me dit, mais tu étais assis où? Je lui dis, j'étais au rang 8. Et je l'entends encore qui me répond, ah, oui, mais alors ça, c'est parce que tu étais dans la zone de détresse acoustique. Donc l'idée qu'on ait construit un opéra avec une zone de détresse acoustique m'a paru assez baroque. Je crois que c'est sensible aussi pour les chanteurs, mais que ça a été beaucoup amélioré, sous Hugues Gall d'ailleurs, précisément. Il y a eu des travaux d'amélioration de l'acoustique de Bastille. Oui, c'est un endroit dans lequel il ne faut pas faire de gros sons. Il faut faire de grands sons. Il faut chanter d'une façon, je dirais, très legatissima, et ne pas partir dans la largeur, partir un petit peu dans le piqué, c'est-à-dire comme si la voix était une flèche, pas un gros canon avec un gros boulet qui, en définitive, a une portée moindre qu'une flèche, n'est-ce pas, qui va beaucoup plus loin. Il y a de la profondeur, il y a de la largeur. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise acoustique, mais c'est une acoustique qui demande une réflexion, la réflexion d'une voix maîtrisée déjà. Et les grands fortés, oui, mais abordés d'une façon délicate, je dirais. J'ai employé un terme un peu vulgaire, on ne gueule pas à Bastille. Il ne faut surtout pas. Et je dirais, il faut chanter naturel. Voilà. Ne pas faire de gros sons, mais encore une fois, chercher la qualité du son. Jean-Philippe Lafont, je vous remercie. Nous allons nous retrouver pour un deuxième entretien et nous aurons l'occasion de parler de vos années d'apprentissage. Jean-Philippe Lafont, à la semaine prochaine.